à d'éventuelles questions. Pour l'instant, il n'y en a pas. Soit je suis très très clair, soit je suis très confus. Je continue donc. Donc après cette introduction qui vous a présenté un petit peu dans les grandes lignes les outils SCOT et PLU ou PLUI, il y a deux grandes notions en matière de planification urbaine qui sont importantes à connaître, pour ne pas dire indispensables. Tout d'abord, la hiérarchie des normes. J'ai commencé à l'évoquer puisque je vous ai dit que le SCOT se trouvait au-dessus du PLU, donc le PLU doit être compatible avec le SCOT, mais on va voir que c'est pas plus compliqué, mais qu'il y a d'autres normes supérieures que les PLU et les SCOT doivent respecter, donc on va voir quelles sont-elles. Et ensuite, il me semble important de s'arrêter quelques instants sur l'article L101-2 du Code de l'urbanisme, tout simplement parce que cet article est le cahier des charges que les SCOT et les PLU doivent respecter. Pourquoi je dis cahier des charges? Parce que ça s'assimile vraiment à un cahier des charges. Quand vous, maire, vous lancez un appel d'offres pour faire construire une nouvelle école, dans votre dossier de consultation des entreprises, vous mettez un cahier des charges. Cahier des charges qui a pour objectif de définir qu'est-ce que vous attendez pour cette école? Combien de classes? Est-ce qu'il faut une cantine? Comment elle doit être orientée? Combien d'étages, etc. Vous allez mettre le détail de ce que vous attendez. L'article L101-2, c'est la même chose. C'est le cahier des charges qui expose ce que le législateur attend de vous quand vous allez construire un PLU ou un SCOT ou une carte communale. Donc, ça me semble essentiel d'avoir connaissance de cet article et des grandes thématiques qu'il aborde. Donc, la hiérarchie des normes supérieures au SCOT et au PLU. Alors, en premier lieu, il faut savoir que si vous avez la chance d'avoir un SCOT dans votre territoire, votre PLU, il n'a pas à trop s'embêter avec la hiérarchie des normes. Il suffit que le PLU soit compatible avec le SCOT. Je schématise un peu parce que, bon, on va voir un peu plus loin que c'est un peu plus compliqué que ça. En revanche, si vous n'avez pas de SCOT, votre PLU devrait être compatible avec tous les documents avec lesquels le SCOT aurait dû être compatible. Donc voilà, ça complique un petit peu les choses quand vous devez élaborer votre PLU. D'où l'intérêt, un autre intérêt encore de la présence d'un SCOT sur un territoire. Donc si j'en reviens au SCOT, avec quel document doit-il être compatible? Il doit être compatible avec les grandes lois d'orientation pour la montagne ou pour le littoral. Si on se trouve dans une zone de montagne ou dans une zone littorale, bien sûr. Il doit être compatible avec les schémas régionaux, si on en a, ou avec le schéma directeur de la région Île-de-France, quand on est dans cette région, avec les schémas d'aménagement régionaux d'outre-mer et le PADD de Corse, avec les chartes des parcs naturels régionaux et nationaux, etc. Les SDAGE, schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Les SAGE, ce sont les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Donc, directives de protection et de mise en valeur des paysages, si elles existent, avec les plans de gestion des risques d'inondation et avec les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes. Donc, tous ces documents-là, lorsqu'ils existent, le PLU doit être compatible avec ces documents. Donc, compatible, ça ne veut pas dire conforme, ça veut dire que le SCOT ne doit pas gêner l'application, ne doit pas aller à l'encontre de l'application de ces directives qui lui sont supérieures. Deuxième niveau, le SCOT doit prendre en compte un certain nombre de documents. Tout d'abord, le schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires. Donc le SRADET, dont vous avez tous entendu parler. Donc prendre en compte les objectifs du SRADET. Il doit aussi prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique. Donc, en d'autres termes, les schémas régionaux de cohérence écologique, ce sont les trames vertes et bleues, dont vous avez certainement entendu parler. À l'échelle de chaque région, ça c'était une obligation qui découlait des lois Grenelle 1 ou 2, non, des Grenelle 1. Chaque région avait 2 ans ou 3 ans pour élaborer un schéma régional de cohérence écologique. Donc, c'est fait dans l'ensemble des régions. Donc, ces schémas régionaux de cohérence écologique qui cartographient en fait les trames vertes et bleues doivent être prises en compte par les SCOT. Ils doivent également prendre en compte les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine, les programmes d'équipement de l'État, des collectivités territoriales et des établissements et services publics.
le cas échéant bien sûr, les schémas régionaux des carrières et les schémas départementaux d'accès à la ressource forestière. Bien sûr, à chaque fois, c'est quand ces documents existent. Vous vous demandez peut-être pourquoi deux de ces documents listés ici sont en rouge. C'est juste pour que je me rappelle de vous signaler que le 17 juin, donc il y a 15 jours à peine, une ordonnance a été prise pour modifier, pour apporter des modifications à cette question de la hiérarchie des normes et aussi pour modifier le contenu des SCOT. Pour ce qui est du contenu des SCOT, je l'évoquerai tout à l'heure quand on parlera des SCOT. Pour ce qui est de la hiérarchie des normes, en fait, ces deux documents qui sont en rouge ne feront plus partie des documents que les SCOT devront prendre en compte. Donc, un allègement un petit peu au niveau de la hiérarchie des normes. Alors, pourquoi je ne les ai pas enlevés? Parce que cette ordonnance indique qu'elle sera en application pour les SCOT qui auront été prescrits à partir du 1er avril 2021. Donc, voilà, ce n'est pas pour tout de suite. Enfin, troisième étage de la hiérarchie des normes, on a vu ce que le SCOT devait, avec quoi le SCOT devait être compatible. Là, on a la liste de des documents supérieurs que le SCOT doit prendre en compte. Et enfin, le SCOT doit respecter certains principes, donc ceux énoncés aux articles L110-1 et L101-2 du Code de l'urbanisme. Donc le L101-2, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure et que je vais vous présenter dans le détail d'ici quelques diapos. Le L101-1, pourquoi je ne le présente pas? Parce que c'est un article de portée très générale qui commence par nous dire que le territoire est le bien commun de la nation, qu'il doit être géré, en résumé, en bon père de famille. Voilà, donc ce sont des grandes notions qui sont difficilement transposables dans un PLU. Alors que les notions, les principes énoncés à l'article L101-2, c'est, comme je vous le disais, un véritable cahier des charges qui doit être pris en compte de manière tangible, substantielle, vérifiable, et c'est ce qui rendra juridiquement valide votre document d'urbanisme. Donc ça, c'était les règles de la hiérarchie des normes pour les SCOT. Qu'en est-il pour les PLU? Le PLU devra être compatible avec le schéma de cohérence territoriale, bien sûr, je l'évoque depuis le début, avec le schéma de mise en valeur de la mer, s'il existe, si on est au bord de la mer, avec le plan de mobilité, avec le programme local de l'habitat, avec les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes. Il devra prendre en compte le plan climat, air, énergie territoriale et le schéma départemental d'accès à la ressource forestière. En l'absence de SCOT, parce que ça, c'est la liste qui est relativement réduite de ce que le PLU doit prendre en compte ou être compatible. C'est relativement réduit, mais parce que on est dans le cas où un SCOT existe. S'il n'y a pas de SCOT, le PLU devra être compatible et prendre en compte l'ensemble des normes supérieures que j'ai évoquées précédemment pour le SCOT. D'où l'intérêt, encore une fois, d'avoir un territoire qui comporte un SCOT parce que ça simplifie la démonstration du respect de la hiérarchie des normes. Parce que en fait, le rapport de présentation du SCOT ou du PLU doit, dans un chapitre spécifique, exposer, démontrer comment on a respecté cette hiérarchie des normes. Donc, le rapport de présentation du PLU doit démontrer qu'on est compatible avec le SCOT, avec le plan de mobilité, avec le PLH, etc. Donc, si on a un SCOT, ça simplifie les choses parce qu'on a moins de documents pour lesquels il est nécessaire de démontrer, de prouver la compatibilité. Bon. Ça, c'est une petite aparté, mais voilà, c'est encore un élément qui milite en faveur de l'établissement d'un schéma de cohérence territoriale. Donc, comme promis, entre guillemets, on va évoquer un petit peu l'article L101-2 du Code de l'urbanisme, qui est ce fameux cahier des charges que le PLU, que le SCOT, que la carte communale également, je ne l'ai pas listé ici, mais la carte communale aussi, doit respecter ce cahier des charges, ainsi que les PLU intercommunaux, bien sûr. Donc, cet article, c'est un petit peu l'article qui a permis l'introduction de la notion de développement durable dans le Code de l'urbanisme. Il faut savoir qu'avant les lois, je peux dire de bêtises, mais je pense que c'était les lois Grenelle. Avant les lois Grenelle, la notion de développement durable existait dans le Code de l'urbanisme, mais pas de manière très claire, très précise. Ici, vous avez
vraiment cet article qui commence par les mots suivants, hein. D'ailleurs, oui, il faut vous compreniez ce que j'ai écrit là sur ces 3-4 diapos qui vont suivre, c'est le texte quasiment intégral de l'article L101-2 du Code de l'urbanisme. Donc cet article commence par « dans le respect des objectifs du développement durable ». Donc voilà, là on a vraiment une introduction forte de la notion de développement durable dans le Code de l'urbanisme et surtout dans les actions que vous, collectivités, allez mettre en œuvre en matière d'urbanisme. Donc, dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants. Donc, plusieurs objectifs. Le premier, c'est un objectif d'équilibre. C'est-à-dire que votre document d'urbanisme, on va se placer dans le cadre d'une commune. Donc, le PLU ou le PLU intercommunal, si vous faites un PLU, c'est pour permettre le développement de votre territoire, pour accueillir de nouveaux emplois, de nouvelles constructions, pour développer les équipements publics. On vous demande, en fait, certes, vous avez possibilité de vous développer, mais cela doit être fait en recherchant un équilibre, notamment du point de vue d'une utilisation économe des espaces naturels, d'une utilisation économe des terres agricoles et forestières, en veillant à la protection des sites, des milieux naturels sensibles, etc. Donc, bien sûr, vous pouvez vous développer. Donc, c'est là qu'on trouve les mots renouvellement urbain, développement urbain maîtrisé, revitalisation des centres-bourgs et ruraux, etc., mais en veillant à une utilisation économe de l'espace, en veillant à lutter contre l'étalement urbain, et aussi en veillant à un équilibre entre les populations résidant dans les zones rurales et dans les zones urbaines. Donc voilà, cette première idée que l'on trouve dans cet article, c'est que vous devez toujours, contrairement à ce qui s'est fait peut-être à l'époque des POS et des premiers PLU, ne pas se dire que la ressource foncière est inépuisable. Non, il faut se dire que la ressource foncière, donc les espaces agricoles, naturels, la biodiversité n'est pas inépuisable. Donc oui, vous avez le droit de développer votre urbanisme pour permettre aux populations de s'épanouir, mais en veillant à un certain équilibre et en respectant l'espace, la nature, l'activité agricole, etc. Donc, premier grand principe, recherche d'équilibre. On se développe, mais de manière modérée et de manière adaptée à son contexte et à ses besoins. Donc, les objectifs suivants, c'est atteindre la qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville. Également, rechercher la diversité des fonctions urbaines, la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant, et c'est là qu'on voit bien que votre territoire a le droit et même le devoir de se développer, puisque vous devez prévoir les capacités de construction suffisantes pour satisfaire les besoins des populations actuelles et futures, pour l'habitat, pour les activités économiques, touristiques, etc., etc. Donc, on voit bien ici que, et pourquoi je fais cet aparté spécifiquement, bien souvent les discours des personnes publiques associées, notamment de l'État, c'est de dire mais vous n'avez pas à vous développer, vous êtes une commune rurale, vous êtes trop loin du centre de la ville-centre ou de l'agglomération, vous n'avez pas à vous développer. Si, je suis désolé, c'est inscrit dans le Code de l'urbanisme. Vous devez assurer et prévoir des capacités de construction suffisantes pour satisfaire les besoins présents et futurs de l'ensemble de la population, de l'ensemble des modes d'habitat pour l'activité économique, etc. En veillant et en tenant compte des objectifs de répartition équilibrée géographiquement entre emploi, habitat, commerce, services. Alors, cette histoire de répartition géographiquement équilibrée, ça rejoint un petit peu le début du paragraphe qui nous parle de diversité des fonctions urbaines. L'idée finale étant de limiter les besoins en déplacement. Le fait d'avoir fait pendant il y a une vingtaine d'années, notamment à l'époque des POS, où on avait des zones très spécifiques. Dans les POS, on trouvait des zones dévolues à l'habitat uniquement, d'autres zones dévolues à l'activité économique uniquement, et enfin d'autres dévolues aux activités commerciales. Donc vous aviez des déplacements pendulaires importants pour aller de la zone d'habitat vers la zone de travail le matin et l'inverse le soir en passant par la zone de commerce. Donc des déplacements importants. Et puis surtout, un tissu urbain pas forcément très intéressant, très vivant, puisque les zones d'activité, les zones commerciales, le soir, c'est mort. Voilà. Donc l'idée, c'est diversité des fonctions urbaines pour avoir une ville plus vivante, plus
qui permet un meilleur fonctionnement social et surtout pour limiter les besoins en déplacement. Donc, vous voyez, ce cahier des charges impose de réfléchir à des notions assez complètes, assez différentes les unes des autres, assez complexes. Et pour terminer, voilà la fin de cet article L101-2. Vos actions en matière d'urbanisme doivent, dans le respect du développement durable, viser à atteindre la sécurité et la salubrité publique, à prévenir les risques naturels et technologiques, à protéger les milieux naturels, protéger les paysages, préserver la qualité de l'air, de l'eau, de la biodiversité, etc., etc. De lutter contre le changement climatique également. Et promouvoir une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie. Donc voilà, là, c'était quasiment la reproduction intégrale de cet article L101-2. Si dans votre commune, vous envisagez de réviser le PLU ou d'élaborer le PLU ou même de faire une carte communale, vous devez avoir à l'esprit que votre document d'urbanisme doit chercher à atteindre les objectifs suivants. Faute de quoi, il pourrait être jugé illégal ou non conforme à la loi par les services de l'État ou par les personnes publiques associées, déjà, d'une part, et puis, ou en cas de recours contre le document, le juge pourrait estimer que… Voilà. Donc, ce cahier des charges qui aborde des notions très diverses, très variées, parfois contradictoires les unes par rapport aux autres, mais donc ça génère de la complexité. C'est sûr qu'aujourd'hui, un PLU, c'est complexe à mettre en place et ça nécessite en fait une recherche permanente d'équilibre entre des objectifs à atteindre, mais un territoire à protéger, de l'espace à utiliser de manière économe, une biodiversité à préserver, etc., etc. Donc voilà, il me semble important d'avoir ces notions assez précises, assez complexes en tête avant d'aborder le contenu du PLU. Je ne sais pas s'il y a quelques questions. Donc je continue. Donc le PLU ou le PLU intercommunal, comme je vous l'ai déjà dit, c'est le même outil. Par contre, petit préambule, pourquoi on trouve encore aujourd'hui cette double notion de PLU communal ou intercommunal? Comme je le disais tout à l'heure, un petit historique, c'est la loi d'orientation foncière, je crois, de 67, si je ne dis pas de bêtises, qui a créé les POS, les plans d'occupation des sols, qui n'avaient qu'une vocation communale. À partir de la loi SRU, Solidarité Renouvellement Urbain, le POS a changé de nom, mais c'était toujours à peu près le même outil, c'est devenu le PLU. Et pour lequel il n'était pas non plus prévu une intervention à une échelle intercommunale. Ce n'est que la loi Grenelle 2 qui a posé le principe du PLU intercommunal, mais sans le rendre obligatoire. Ce n'est que la loi Allure qui l'a rendu obligatoire. Ou presque. On va voir pourquoi ou presque. Parce que s'il était obligatoire, aujourd'hui, on ne devrait plus rencontrer des communes ayant la compétence PLU, on ne devrait rencontrer que des EPCI ayant la compétence PLU. Donc la loi Grenelle a posé le principe du PLU intercommunal et la loi Allure a rendu obligatoire la compétence PLU pour tous les EPCI. Sauf que sous la pression des parlementaires, et notamment, je crois bien, du Sénat, si j'ai bonne mémoire, en fait, il a été inscrit dans la loi une possibilité de blocage, de minorité de blocage. Donc, je vais vous expliquer sur la diapo suivante comment s'active cette minorité de blocage. Donc, théoriquement, si la minorité de blocage n'est pas activée, depuis le 27 mars 2017, pourquoi le 27 mars 2017? Parce que c'était 3 ans après l'entrée en vigueur de la loi Allure, tous les EPCI, donc tous les établissements publics de coopération intercommunale, ont acquis automatiquement la compétence PLU. Mais voilà, en théorie seulement, puisque minorité de blocage possible. Donc cette minorité de blocage qui était prévue par la loi Allure, c'était la suivante. C'était la possibilité qui était donnée aux communes dans les 3 mois qui précédaient le 27 mars 2017, donc entre le 27 décembre 2016 et le 26 mars 2017, il fallait que, au minimum, 25% des communes représentant au moins 20% de la population délibèrent pour s'opposer au transfert de compétences. Dans ce cas, il y a activation de la minorité de blocage et
la communauté de communes ou la communauté d'agglo, enfin l'EPCI, ne devenait pas compétent en matière de PLU. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, en fait, par exemple dans la Drôme, moi, dans le secteur où j'interviens, enfin même à l'échelle de la Drôme, je crois bien 1, 2, 3, à l'heure actuelle, sur les 12 ou 13, non, il y en a un peu plus, il y a une quinzaine de PCI. Si je ne dis pas de bêtises, il y en a 4 seulement qui ont la compétence PLUI. Donc seulement 4. Il y a d'autres départements où il y en a plus. Parce qu'il y a eu activation de la minorité de blocage de manière assez fréquente. Par exemple, Valence Roman Agglo, donc qui regroupe Valence, Romans, etc., donc 57 communes, n'a pas pris la compétence. Alors, ce qu'il faut savoir, et ça c'est primordial pour vous, nouveaux élus, après chaque renouvellement municipal, donc là on vient d'en vivre un, ça vient de se terminer, la loi Allure a dit que les EPCI qui n'ont pas encore pris la compétence PLU, en fait, vous allez devoir débattre à nouveau de la question de transfert de compétences. À défaut de débat, le transfert de compétences va être automatique, c'est-à-dire qu'au 1er janvier 2021, votre EPCI va prendre la compétence PLU. Donc, vous n'aurez plus aucun pouvoir en matière de PLU, sauf si dans les 3 mois précédant le 1er janvier, donc etc., au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population s'y opposent, vous empêcherez le transfert de compétences de la commune vers l'intercommunalité. Donc, ce qui veut dire que cet automne, donc au mois d'octobre, novembre et décembre, vous devrez vous poser la question et voter si vous ne souhaitez pas le transfert de compétences à l'EPCI. Donc, je crois que j'ai eu un petit message qui m'indiquait qu'au niveau du 0,5, il n'y avait pas de PLUI. Après, bon, c'est pas parce qu'il n'y a pas encore de PLUI qu'il n'y a pas de PCI compétent en matière de PLU. Mais bon, généralement, comme une fois que le PCI, après la compétence, il ne traîne pas trop, ça semble vouloir dire que voilà, il y a, dans votre département, peu de PCI ont pris la compétence. Une chose importante sur le PLU, et ça c'est une règle qui existe depuis la loi SRU, je crois, un PLU doit couvrir l'intégralité du territoire auquel elle s'applique. Donc si c'est un PLU communal, on doit couvrir l'intégralité de la commune, et si c'est un PLU intercommunal, PLUI, on doit couvrir l'intégralité du territoire de l'EPCI. Alors pourquoi je rappelle ça, c'est que à l'époque des POS, il était possible de ne pas couvrir l'intégralité de son territoire communal avec le POS. C'est-à-dire qu'on n'était pas obligé de cartographier, de réglementer l'ensemble des parcelles. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a l'obligation de couvrir l'intégralité de son territoire par un PLU ou un PLUI. C'est d'ailleurs ce qui génère un petit peu de complexité pour les PLUI, parce que quand vous êtes sur un territoire qui comporte comme par exemple Valence Roman Agglo, 57 communes, c'est un petit peu complexe de se mettre autour de la table à 57 pour élaborer un document aussi précis que peut l'être le PLU. Bon, bref. Cependant, malgré tout, depuis la loi Elan, en fait, pour les EPCI de plus de 50 communes, il est possible non pas de déroger à l'intégralité du territoire, il faudra que l'ensemble du territoire soit couvert, mais on peut couvrir le territoire de l'EPCI par plusieurs PLUI qui vont venir se mettre les uns à côté des autres. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a plus de 50 communes, mettons, on va dire une soixantaine, vous pourriez faire 3 PLU de 20 communes ou 3 PLU, certains de 15 communes, d'autres un peu plus grands. En fait, vous pouvez redéfinir les périmètres de PLU plus petits, plus cohérents, qui s'appliqueraient sur des territoires plus logiques et plus faciles à gérer. Donc cette dérogation est intéressante et va peut-être permettre le déblocage des PLU dans certains territoires. Par exemple, dans le sud-Drôme, du fait de la loi NOTRe qui imposait qu'un EPCI comporte au moins, alors je ne sais plus si c'est 5 000 ou 15 000 habitants. Dans le Sud-Drôme, on a 2 intercommunalités qui font l'une 65 et l'autre 75 communes, donc voire même un peu plus. Donc voilà, et la complexité pour élaborer un PLUI quand on est
autant de communes, c'est important. Donc, le législateur a intégré cette possibilité depuis la loi Elan. Donc ça, c'était la question du périmètre. La question de la compétence, je crois que c'était assez clair dans ce que je dis depuis le début. Donc, qui a la compétence pour élaborer le PLU intercommunal? C'est le PCI, donc communauté d'agglo, à condition que cet EPCI soit compétent en matière de PLU, bien sûr. Pour le PLU communal, seules les communes qui ne sont pas situées dans un EPCI compétent peuvent élaborer un PLU communal. Et important d'avoir en tête que c'est la même chose pour les procédures d'évolution des PLU. C'est-à-dire que, imaginons que vous venez de lancer une modification de votre PLU aujourd'hui et votre PCI n'est pas compétent aujourd'hui en matière de PLU. Il le devient au 1er janvier 2021. Qu'est-ce qui va se passer si vous n'avez pas terminé la procédure de modification de votre PLU? C'est le PCI qui sera devenu compétent au 1er janvier qui va terminer la procédure de modification de votre PLU communal. C'est-à-dire que le PCI, à partir du moment où il est compétent en matière de PLU, il est compétent pour tous les PLU qui se trouvent dans son territoire. Il n'est pas compétent uniquement pour élaborer un PLU intercommunal. Il prend la main, il devient compétent sur vos PLU communaux qui préexistent. Donc voilà, c'est important d'avoir ça en tête. Donc, tous les PLU communaux qui auront besoin de faire une modification ou une mise en compatibilité ou une révision, c'est l'intercommunalité qui aura la compétence pour mettre en œuvre et pour conduire ces modifications ou révisions. Bon, ça me paraît évident, mais c'était juste pour préciser pourquoi cette diapo, pour préciser qu'en fait, le PCI qui est compétent en matière de PLU, il va élaborer bien sûr le PLU intercommunal, où il va réviser, modifier les PLU communaux qui existent, et bien sûr, ça se fait en concertation avec les communes membres. C'est-à-dire que certes, le PCI, c'est lui qui a le pouvoir, mais il ne peut pas le faire sans concerter les communes membres et sans demander, au cours de la procédure, prendre attache auprès des communes, des conseils municipaux pour faire valider les choses. Avant de rentrer et de vous présenter dans le détail le contenu d'un PLU, juste une petite info sur les différences. Il existe une toute petite différence entre le PLU et le PLU intercommunal. Je vous disais tout à l'heure que c'était le même outil. C'est effectivement le même outil. La seule petite différence en termes de contenu, c'est que le législateur a donné la possibilité au PLU intercommunal d'intégrer le PLH, Programme local de l'habitat, et le PDU, Plan de déplacement urbain. Pourquoi? Parce que généralement, c'est la loi qui le dit, c'est le PCI qui est compétent en matière de programme local de l'habitat. Donc, le législateur a voulu permettre à l'EPCI d'élaborer en même temps son PLUI et le PLH. En tout cas, de pouvoir intégrer dans le PLUI le programme local de l'habitat. De la même manière, si le PCI en question est également une autorité organisatrice des transports urbains, elle aura la possibilité d'intégrer dans son PLU intercommunal le plan de déplacement urbain. Donc, cette intégration de ces documents, qui est facultative, va se faire par l'intermédiaire des pièces du PLU. On va voir plus loin quelles sont ces pièces. Et aussi par l'intermédiaire d'un document spécifique qui est le programme d'orientation et d'action. C'est pour permettre en fait d'intégrer dans le PLU les actions, les orientations et actions portées par le PLH ou par le plan de déplacement urbain. Donc le contenu du PLU, quel est-il? Donc, ça sera le même contenu pour un PLU intercommunal. Tout d'abord, un rapport de présentation. Un rapport de présentation qui va exposer le diagnostic, qui va exposer l'état initial de l'environnement et diagnostic qui est établi, bien sûr. Je vous ai mis en parallèle sur la gauche la démarche de projet qui permet d'élaborer un PLU. Au stade du rapport de présentation, on va établir un diagnostic prospectif le plus précis possible de son territoire pour mettre en évidence les enjeux de ce territoire et pour définir quelle est la politique qu'il serait souhaitable de mettre en œuvre pour faire évoluer positivement ce territoire. Donc, dans le rapport de présentation, on va trouver ce diagnostic-là.
On va trouver la justification des choix retenus, notamment des choix retenus pour établir le projet politique d'aménagement, qui est le document suivant, hein, le PADD. Et on va trouver aussi l'évaluation des incidences du PLU sur l'environnement. Donc ça, c'est obligatoire. Tous les PLU doivent évaluer les incidences du projet sur l'environnement. Éventuellement, dans certains cas, qu'on verra à la fin, le PLU doit même, plus qu'évaluer les incidences, il doit contenir une évaluation environnementale. Donc, si on passe à l'étape suivante dans la réflexion, une fois qu'on a établi le diagnostic et défini les enjeux, on va réfléchir à un projet politique de développement de son territoire. Ce projet politique, on doit l'exprimer dans le document qui s'appelle Projet d'aménagement et de développement durable, le PADD. Ce PADD, qui est une pièce obligatoire, bien sûr, qui n'est pas opposable aux demandes d'occupation du sol, mais qui est en fait le fil conducteur du PLU dans son ensemble. C'est le PADD qui va justifier tout le reste. Puisque une fois cette politique d'aménagement et de développement de son territoire mise en place, et je vous rappelle que la politique qu'on met en place doit respecter le cahier des charges, donc le L101-2, donc respect des équilibres, développement, oui, mais maîtrisé, utilisation économe de l'espace, etc., etc. Toute cette politique qui respectera le cahier des charges du L101-2, vous la développez, vous la précisez dans le PADD, projet d'aménagement et de développement durable. Ce PADD, qui est votre projet de politique, il n'a aucun intérêt si on ne le décline pas en règles opérationnelles. C'est-à-dire que l'idée, c'est que les personnes qui vont venir construire ou aménager sur votre territoire, si vous voulez qu'elles respectent ce projet d'aménagement et de développement durable, il faut traduire en fait les objectifs du PADD dans les règles qui vont s'appliquer à l'instruction du droit des sols. Les règles qui vont être opposables à l'instruction du droit des sols, c'est tout d'abord les orientations d'aménagement et de programmation, et ensuite le règlement. Pourquoi elles sont séparées en deux, ces règles? C'est parce que les premières qui sont opposables dans un rapport de compatibilité, puisque ce sont des orientations d'aménagement, donc ces orientations peuvent contenir des éléments concernant l'aménagement, l'habitat, les trames vertes et bleues, etc. Et ça reste des orientations. Un permis de construire ou un permis d'aménager devra être compatible avec ces orientations d'aménagement. Il n'y a pas besoin d'être conforme. Ensuite, le deuxième outil réglementaire que vous allez inscrire pour traduire votre projet politique, c'est le règlement. Règlement qui prend deux formes, forme graphique, ce qu'on appelle communément le plan de zonage sur lequel vous allez trouver les différents types de zones, zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles, zones naturelles. Et parallèlement à ce zonage, pour chaque type de zone, vous allez trouver un corps de règles. Donc, dans le règlement écrit, vous aurez un corps de règles pour la zone U, pour la zone UA, UB, UC, pour la zone N, pour la zone A, agricole, etc. Et ce règlement, lui, il doit être respecté à la lettre par les porteurs de projet. C'est-à-dire que lorsque l'on va instruire les permis de construire, permis d'aménager, toute incohérence ou distorsion entre le projet et la règle graphique ou écrite conduira à un refus du permis. Donc voilà un petit peu les différentes pièces et comment elles s'articulent. Un point important, je reviens en arrière sur le rapport de présentation. Vous voyez la ligne du milieu, je vous dis que ce rapport de présentation doit justifier les choix retenus. Il est important d'avoir à l'esprit que juridiquement, c'est primordial. C'est-à-dire qu'une règle qui n'est pas justifiée n'est pas légale. C'est-à-dire qu'un pétitionnaire pourrait très bien… vous allez refuser le permis pour une maison parce que cette permis est trop haute. Parce que la maison fait 10 mètres alors que votre règlement impose des hauteurs maximum de 6 mètres. Si cette règle n'est pas justifiée dans le rapport de présentation, elle est illégale. Et le pétitionnaire pourrait très bien faire un recours contre le refus en excipient de l'illégalité de la règle, tout simplement parce qu'elle n'est pas justifiée. Donc attention, et ça c'est vraiment un des défauts les plus couramment rencontrés dans les PLU, il n'y a pas de justification des règles. Une règle non justifiée n'est pas censée exister. Et alors bien souvent c'est pas gênant parce que les gens n'attaquent pas. Mais en cas de recours, les avocats un peu meilleurs que les autres, ils le savent, ça, ils vont dire, mais attendez, certes, il y a cette règle dans le règlement, mais elle n'est pas justifiée dans le rapport de présentation. Et depuis la loi
je ne sais plus, mais si c'est la loi Allure, depuis la loi Allure, non seulement il faut justifier chaque règle du règlement, mais ça a toujours été comme ça, mais depuis la loi Allure, la règle doit être justifiée spécifiquement en exposant quel est l'objectif du PADD qu'elle sert à mettre en œuvre. Donc, vos règles de règlement écrits doivent être justifiées au regard d'un des objectifs ou de plusieurs objectifs du PADD. Donc, limiter les hauteurs, oui, pourquoi? Mais pour quel objectif du PADD? Si c'est parce que dans tel secteur de la commune, il y a un point de vue paysager indispensable à préserver, à protéger, parce que c'est le caractère historique qui fait l'âme même de votre territoire, oui, bah, on justifie qu'à cet endroit-là, les constructions ne dépasseront pas telle hauteur pour protéger cette vue. Voilà, ça c'est une justification. Sinon, si on met juste hauteur limitée à 8 mètres, sans aucune explication, on s'expose à d'éventuels recours. Donc voilà, ce détail-là paraît du détail, mais c'est primordial pour la validité juridique de votre document d'urbanisme. Bon, rapidement, le contenu un peu plus détaillé du rapport de présentation, je ne veux pas y passer trop de temps, mais c'est surtout pour vous montrer que depuis la loi Allure, le contenu du rapport de présentation est vraiment, le code de l'urbanisme impose un contenu très spécifique qui va dans le sens de l'économie du foncier, puisque votre diagnostic va devoir analyser les capacités de densification et de mutation des ensembles bâtis, enfin des espaces déjà bâtis. Il devra aussi analyser la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des 10 dernières années. Et il devra justifier les objectifs que le PADD a fixés en matière de réduction de la consommation foncière. Donc, ça montre bien qu'au niveau du diagnostic, il faut aller travailler sur des notions nouvelles qui n'existaient pas avant la loi Allure, notamment sur cette recherche de capacité de densification des espaces bâtis. En 2 mots, le législateur vous dit, certes, vous pouvez vous développer, vous pouvez accueillir de nouvelles constructions, de nouvelles usines, de nouveaux bureaux, mais avant d'aller consommer des espaces agricoles ou naturels, commencez par vérifier qu'il n'existe pas des secteurs de la zone urbaine qui peuvent être densifiés ou qui pourraient muter pour accueillir ces nouvelles constructions. Donc ça, c'est primordial. Et si vous ne faites pas cette analyse préalablement et que vous commencez par aller investir des territoires vierges, agricoles ou naturels, vous risquez d'avoir une non-conformité juridique de votre document. Le PADD, je ne vais pas m'y appesantir, je vous ai déjà expliqué ce que c'est l'exposé de votre projet politique en matière d'habitat, de transport, de développement économique, commercial, touristique, etc. Mais, point important, il doit obligatoirement fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Donc, pour fixer ces objectifs de manière opérationnelle, de manière précise et cohérente, forcément, il faut avoir fait cette analyse précise dans le rapport de présentation sur les capacités de densification, sur l'analyse de la consommation d'espace sur les 10 dernières années, etc., etc. Les orientations d'aménagement et de programmation, elles peuvent aborder une multitude de thèmes, l'environnement, le paysage, les entrées de ville, la forme urbaine, etc. Bien souvent, c'est sous forme de schéma accompagné de textes, c'est-à-dire que pour tel quartier sur lequel on a prévu du développement urbain, on prévoit un schéma d'aménagement, mais qui doit rester un schéma d'orientation. Et bien souvent, on l'accompagne d'un peu de texte pour expliquer quels sont nos objectifs. Donc voilà, c'est de la règle, mais qui s'oppose dans un rapport de compatibilité et non pas de conformité. Le règlement, lui, je vous ai dit tout à l'heure, il va se décliner pour chacune des types de zones. Donc, important aussi de bien avoir en tête quelle est la définition de chacune des zones que l'on peut rencontrer dans un PLU. Donc, les zones urbaines, les zones urbanisées et zones agricoles, zones naturelles. Il y a 4 grandes familles de zones et pas plus dans un PLU. Donc, les zones urbaines, c'est toutes les zones déjà bâties, déjà urbanisées. Qu'il y ait des équipements ou non, une zone urbaine, c'est une zone déjà bâtie, c'est de la zone urbaine. Par exemple, dans des territoires ruraux, vous pouvez avoir plusieurs hameaux sur votre territoire. Certains de ces hameaux n'ont aucun équipement public, mis à part la voirie et l'eau potable. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas l'assainissement que ce n'est pas de la zone urbaine. C'est de la zone urbaine.
À côté de ça, vous avez les zones à urbaniser. Les zones à urbaniser, ce sont tous les secteurs de la commune sur lesquels vous envisagez du développement ou du renouvellement urbain. Et dans les zones à urbaniser, on doit trouver des OAP. Oui, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que les OAP, alors si je reviens sur les différentes pièces du PLU, toutes ces pièces sont obligatoires, on doit toutes les trouver. Par contre, et bien évidemment, on doit trouver un règlement écrit pour chacune des types de zones. Par contre, les OAP, où est-ce qu'on doit trouver des OAP? En fait, elles ne sont pas obligatoires, ces OAP, sauf, donc je reviens ici, sauf si vous créez des zones à urbaniser. Ces zones à urbaniser, on doit forcément trouver des OAP, puisque les conditions d'ouverture à l'urbanisation de ces zones AU doivent être définies par le règlement et par les OAP. Rien ne vous interdit de faire des OAP ailleurs. Imaginons que dans une zone U, une zone urbaine, vous ayez une dent creuse un peu importante, un terrain vaste qui est vide de construction. Sur ce terrain vaste, vous ne voulez pas que l'urbanisation se fasse de manière incohérente, donc vous pouvez très bien dessiner, prévoir une orientation qui va orienter les aménageurs, les constructeurs, vers une forme urbaine qui est celle que vous souhaitez. Donc, une OAP, vous pouvez en faire où vous voulez, mais ce n'est pas obligatoire, sauf dans les zones AU. Une zone AU doit être couverte par une OAP. Ensuite, les zones agricoles et naturelles. Par rapport aux deux premières zones qui sont les zones constructibles et surtout les zones AU sur lesquelles vous allez envisager le développement ou le renouvellement urbain, les zones A et N, ce sont les sanctuaires de votre territoire. En tout cas, c'est comme ça que le législateur a finalement conçu ces zones, parce que bon, depuis la loi SRU jusqu'à aujourd'hui, c'est passé une vingtaine d'années, il y a eu des tergiversations, on pouvait un peu construire dans l'une, pas trop dans l'autre. Bon, aujourd'hui, depuis la loi ALUR, c'est pas compliqué, les zones A et N, même si vous allez les définir pour des raisons qu'on va voir différentes, dans ces zones A et N, le code de l'urbanisme ne vous permet rien du tout. C'est-à-dire que le règlement du PLU ne peut pas autoriser aucune construction dans ces zones A et N qui sont des sanctuaires. Rien ne peut être autorisé, sauf, bon, heureusement il y a des sauf, donc 4 exceptions. Tout d'abord, les constructions nécessaires à l'exploitation agricole et à tout ce qui est transformation, conditionnement et commercialisation des produits agricoles. Donc, nécessaire à l'exploitation agricole. C'est important de bien faire la différence entre nécessaire à l'exploitation agricole et nécessaire à l'agriculteur. C'est-à-dire que dans la zone A, une construction d'habitation pour l'agriculteur ne sera pas forcément autorisée. Elle ne sera autorisée que si c'est nécessaire à l'exploitation agricole. C'est-à-dire si l'exploitant a besoin d'être en permanence sur son siège d'exploitation. Dans une plaine céréalière, l'agriculteur qui ne fait que du blé ou du maïs, il n'a pas besoin de dormir au milieu de ces champs de blé ou de maïs qui pousseront très bien tout seuls sans lui. En revanche, dans vos régions, il y a peut-être des éleveurs qui font de l'agneau ou des choses comme ça. La présence de l'exploitant peut être justifiée pour ce type de production. Donc voilà, bien comprendre que c'est les constructions nécessaires à l'exploitation agricole. Donc, première dérogation possible, votre PLU a le droit d'autoriser dans les zones A et dans les zones N les constructions nécessaires à l'exploitation agricole et à la commercialisation conditionnante. Deuxième exception possible que vous pouvez prévoir dans le règlement de votre PLU, ce sont les constructions et installations d'intérêt collectif. Je ne sais pas moi, une antenne de téléphonie mobile, c'est une construction d'intérêt collectif, à condition que cette construction soit compatible avec l'activité agricole, pastorale ou forestière de la parcelle sur laquelle elle va s'installer. La troisième dérogation, c'est que votre PLU peut très bien autoriser dans les zones A et N les extensions pour les habitations existantes et les annexes aux habitations existantes. Enfin, troisième dérogation possible, qui n'est pas vraiment une construction nouvelle, c'est le changement de destination de bâtiments existants. C'est-à-dire que dans le territoire rural, il y a bien souvent quelques bâtiments agricoles désaffectés qui ne servent plus à l'activité agricole. Ces bâtiments, vous pouvez les repérer sur le plan de zonage, sur la partie graphique du règlement. Vous pouvez les repérer, les identifier comme pouvant changer de destination, en précisant bien sûr dans le règlement vers quelle destination vous autorisez le changement.
Alors, est-ce que les constructions en zone agricole peuvent plus tard justifier d'une zone à urbaniser? Bah, pour justifier ça, pourquoi? Enfin, comme je vous le disais, une zone urbaine, c'est une zone déjà urbanisée. Une construction isolée, ce n'est pas une zone urbanisée. Une zone urbanisée, c'est au minimum 4-5 constructions et pas 4-5 constructions étalées sur 1 hectare. C'est 4-5 constructions rapprochées suffisamment pour qu'on puisse considérer ça comme un hameau. Donc, les constructions qu'on va autoriser pour l'exploitation agricole, c'est bien rare qu'elles se regroupent de telle manière qu'on construise un hameau. Chaque exploitant va va construire son siège d'exploitation sur son exploitation. Et son siège d'exploitation, ça va être quoi? Une habitation, des hangars de stockage, des hangars pour les animaux, etc. Donc difficile après de dire que c'est une zone urbaine dans la mesure où les bâtiments sont des bâtiments à vocation typiquement agricole. Donc voilà pour les 4 exceptions à cette sanctuarisation des zones A et N. Et il existe une dernière possibilité et qui est en fait si au moment où vous élaborez votre PLU, il existe par exemple une activité économique au sein de la zone agricole. Si vous la laissez dans la zone agricole ou dans la zone N, elle ne pourra pas se développer. Donc la pérennité de cette activité économique pourra être remise en cause. Puisque si jamais elle a besoin de s'agrandir parce que son activité est florissante et qu'elle a besoin de nouveaux ateliers ou je ne sais quoi, elle ne pourra pas s'agrandir. Puisque dans les zones A et N, vous n'avez pas le droit d'autoriser une construction artisanale ou industrielle. Donc la seule solution pour préserver ces activités, c'est que le législateur a prévu ça, c'est que vous pouvez délimiter des secteurs, alors à titre exceptionnel, donc il faut vraiment que ce soit justifié fortement, donc vous pouvez délimiter à titre exceptionnel des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée dans lesquels peuvent être admis des constructions. Donc des constructions, c'est tout type de construction. Donc si c'est, je ne sais pas moi, une cave coopérative ou une cave viticole qui existe en pleine zone rurale, une cave viticole, ce n'est pas une construction agricole, bizarrement. Donc, cette cave viticole, si vous voulez assurer sa pérennité, il faudra créer un secteur de taille et de capacité d'accueil limitée dans la zone A. Vous appelez ça un sous-secteur de la zone A qui s'appellera A petit c pour cave, par exemple, dans lequel vous autoriserez l'aménagement, l'extension de la cave et éventuellement des constructions nouvelles nécessaires au développement de la cave. Mais ce secteur doit être de taille et de capacité d'accueil limitée. Donc voilà un petit peu pour les différents types de zones. Et dans chacune de ces zones, vous allez, pour chacune de ces zones, vous allez rédiger un règlement qui devra fixer des règles spécifiques à la zone, règles qui vont déterminer, encadrer la destination, la nature des constructions que vous autorisez dans cette zone, les conditions de raccordement au réseau, les conditions d'implantation de ces constructions par rapport aux voies, par rapport aux limites séparatives avec les voisins. Vous allez aussi réglementer l'aspect extérieur des constructions, les abords de ces constructions, les espaces verts, le stationnement, etc. Vous pourrez aussi très bien imposer par l'intermédiaire du règlement une part minimum de surface non imperméabilisée pour essayer de préserver la biodiversité. Vous pourrez aussi imposer le respect de performances énergétiques ou des critères de qualité renforcés en matière de réseau de communication, etc. etc. En revanche, contrairement à ce qui était possible de faire à une certaine époque dans les plans d'occupation des sols ou dans les premiers PLU, ceux qui étaient en cours avant la loi ALUR, il n'est plus possible aujourd'hui de limiter le coefficient d'occupation des sols. Il n'est plus possible d'imposer une surface minimum de terrain pour construire et il n'est plus possible d'imposer aucune règle visant à réduire la densité, à réduire les droits à construire, sauf justification rigoureusement avérée. Par exemple, dans un secteur qui est une zone urbaine aujourd'hui, dans laquelle il est logique de laisser construire de nouvelles constructions. Cependant, il existe un risque faible de ruissellement ou d'inondation, je ne sais quoi. Donc, il ne serait pas logique de laisser densifier à outrance ce secteur-là en raison du risque. Donc, vous allez mettre des règles qui visent à réduire la densité, mais par rapport à un risque existant. Donc, il y a une vraie justification. Sinon, si la seule justification, c'est que vous, la densité ne vous plaît pas, ça va être compliqué de maintenir ces règles. Surtout que, rappelez-vous, toute règle doit être justifiée et doit être justifiée pour la mise en œuvre d'un des objectifs du PADD.
Très rapidement, parce que je voudrais quand même vous parler du SCOT avant que l'heure et demie soit terminée. Procédure d'élaboration ou de révision d'un PLU, puisque que ce soit révision ou élaboration, la procédure est la même pour un PLU. Je crois qu'on a perdu la connexion, non? Vous entendez? Vous entendez? Non, on entend. Hein? On n'entend plus. On a perdu la connexion avec monsieur. Je vais lui envoyer un petit message. Bon, apparemment, son téléphone ne répond pas. Suzanne, vous avez un mail peut-être pour le joindre? Allô, allô? Plus personne. Vous m'entendez? Nous, on vous entend, oui. Voilà, vous m'entendez, mais Jean-Eudes, du coup, vous avez un mail pour contacter Claude ou pas? Bon. On va attendre encore 5 petites minutes. Ah. Oui, c'est Lucie Cézanne. Ça y est, je viens de voir que vous étiez Ah oui, je comprends. Ça y est, on vous voit, c'est bon, tout va bien. Très bien, allez, on continue, merci. Ça y est, on a retrouvé notre intervenant. Activé, activé, activé. Il faut que je partage mon écran, hein, je pense. Oui, c'est ça, on n'a plus de PowerPoint là sous les yeux. Hop, hop, partager. Bon, j'espère que… Désolé pour ce petit incident technique. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? C'est bon, tout va bien. Oui. Bon.
Donc, je reprends rapidement cette question de procédure. Donc, après la première délibération, vous allez engager la phase étude qui va durer, on va dire, en moyenne de 12 à 18 mois. Phase étude qui se mène en parallèle avec la concertation avec le public et en parallèle aussi avec l'association, avec les personnes publiques associées. Une fois la phase d'étude terminée, quand vous estimez avoir abouti votre projet, vous aurez fait le diagnostic, le PADD, le règlement, les orientations d'aménagement, etc. Vous allez, dans une deuxième délibération, arrêter le projet de PLU et tirer le bilan de la concertation publique. À l'issue de ça, on va rentrer dans ce que j'appelle la phase administrative. La phase est terminée, on rentre dans la phase administrative, donc délibération numéro 2, arrêt du projet. On envoie le dossier à l'ensemble des personnes publiques associées, éventuellement à la CDPNAF, Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Et ces personnes-là vont avoir 3 mois pour donner leur avis. À l'issue de ces 3 mois, on va mettre à l'enquête publique le dossier de PLU tel que vous l'avez arrêté, sans le modifier, accompagné des avis des personnes publiques associées et de l'avis de la CDPNAF. Cette enquête publique, il y a 15 jours de publicité dans la presse, 1 mois d'enquête plus 1 mois de commissaire enquêteur. C'est pour ça que, globalement, ça dure environ 3 mois. À l'issue de cette enquête publique, vous allez éventuellement ajuster votre PLU. Enfin, généralement, on a toujours besoin de l'ajuster pour prendre en compte les résultats de l'enquête et l'avis des personnes publiques associées. Une fois ces avis et corrections intégrés au PLU, vous allez délibérer pour terminer la procédure et approuver votre PLU. C'est uniquement à partir de cette approbation-là que le document d'urbanisme précédent, s'il y avait déjà un document d'urbanisme sur la commune, le document d'urbanisme précédent, soit une carte communale, soit un vieux PLU, va disparaître au profit de ce nouveau document qui prend sa place. Donc, ce nouveau document sera exécutoire dès que vous aurez terminé les mesures de publicité, s'il y a un SCOT, donc immédiatement, et s'il n'y a pas de SCOT, il sera exécutoire 1 mois après les dernières mesures de publicité. Excusez-moi, on avait une question qu'on a un peu loupée. Je vous la pose d'un élu. Avantages et inconvénients de faire en PLU, est-il plus souple de rester en RNU? En fait, c'est ce que j'évoquais au début. Tout dépend. Il était pas là au début. Il arrive un peu après. En fait, tout dépend de la pression foncière sur la commune. C'est-à-dire, est-ce qu'on a 1, 2, 3 permis par an? La carte communale, donc le RNU, peut suffire. Si on a 15, 20, 25 permis à instruire par an, là, ça devient certainement nécessaire de mettre en place un PLU qui permettra de définir des règles plus précises, plus adaptées à votre territoire. Des règles de forme urbaine, des règles d'implantation des constructions à la pente. Vous êtes dans un territoire où il y a quand même plutôt des zones montagneuses et pentues. Si on n'applique que le RNU, quelqu'un qui veut faire une maison carrée comme un cube et qui décaisse tout pour la poser, malheureusement, avec le RNU, il pourra le faire. Avec un règlement spécifique rédigé pour votre territoire, ça sera plus compliqué. Vous allez l'obliger à s'adapter à la pente, à s'adapter au paysage, etc. Donc voilà, le choix, il est entièrement entre vos mains. Il va dépendre un petit peu du nombre de permis et du nombre de constructions en fait, qui se réalisent chaque année sur le territoire. J'espère que ça répond à la question. Bon, la procédure, là, je vous ai évoqué la procédure rapidement du PLU. Pour le PLUI, c'est exactement la même chose, sauf que il y a des petites différences. Le débat sur le PADD a lieu non seulement au sein de l'organe délibérant de l'EPCI, mais aussi au sein de l'ensemble des conseils municipaux des communes membres. Oui, parce que je suis passé un peu vite tout à l'heure, mais dans le cadre des études, il y a un moment où, obligatoirement, il doit y avoir un débat en conseil municipal sur le PADD. C'est un débat sans vote, mais il doit y avoir débat sur le PADD. Donc, en PLUI, c'est la même chose, mais ce débat a lieu non seulement au sein du conseil communautaire, mais aussi au sein de chacun des conseils municipaux. J'ai évoqué rapidement la révision, mais il faut savoir, ou l'élaboration, mais il existe… Juste une question, le droit de préemption, s'il n'y a pas PLU, ne peut pas être mis en œuvre. Le droit de préemption de la commune. Non, enfin, sauf quelques exceptions, dans les cartes communales, il peut y avoir un droit de préemption pour des équipements particuliers. Enfin, c'est un droit de préemption vraiment restreint. Sinon, oui, il faut avoir à l'esprit que le droit de préemption, c'est le PLU. Il est automatiquement, enfin non, il n'est pas automatiquement, mais il faut que vous délibériez, mais
dans toutes les zones U et AU, vous avez le bénéfice du droit de préemption urbain. En l'absence de ça, non, il n'y a pas de droit de préemption réellement solide qui tienne. D'accord, merci. Donc, révision, générale ou allégée, modification de droit commun ou simplifié. Donc ça, ces deux procédures de modification sont bien plus rapides qu'une révision. Oui, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'en moyenne, une révision, c'est, enfin nous en tout cas, depuis 20 ans, j'ai fait une moyenne sur tout ce qu'on a fait. Une révision, c'est 2 ans et demi. Mais ça peut durer 4 ans, 5 ans. Ça peut aussi aller un tout petit peu plus vite, 1 an et demi, quand on part d'un document d'urbanisme relativement récent. Mais sinon, voilà, il faut avoir en tête, révision, c'est 2 ans et demi. Une modification, c'est 6 à 8 mois. Qu'elle soit de droit commun ou de simplifié, c'est à peu près la même vitesse. Le droit commun, il y a une enquête publique. En simplifié, il n'y a pas d'enquête publique, mais il y a une mise à disposition du public. Donc, ça ne va pas beaucoup plus vite. Par contre, c'est moins coûteux, puisqu'une enquête publique, c'est assez coûteux. Et après, vous avez les procédures de mise en compatibilité. Mise en compatibilité avec DUP, déclaration d'utilité publique, ou avec déclaration de projet, donc avec un projet d'intérêt général. Ça, c'est des procédures qui sont bien pratiques parce qu'elles vont assez vite. C'est aussi rapide qu'une modification et ça permet, par exemple, de réduire une zone agricole ou une zone naturelle. Alors que la modification, vous ne pouvez pas réduire une zone agricole, ni une zone naturelle, ni un espace boisé classé. Donc là, je m'appesantis pas là-dessus. Je vous ai fait un petit tableau avec le champ d'application de chacune des types de procédures qui sont à la disposition pour faire évoluer un PLU. Et dernière petite diapo, je vous évoquais tout à l'heure que certains PLU étaient soumis à évaluation environnementale. Donc, l'évaluation environnementale, c'est une étude d'impact du PLU. Pour tous les PLU dont le territoire comprend un site Natura 2000 ou si le PLU prévoit une unité touristique nouvelle soumise à autorisation ou si le PLU comprend une commune littorale. Également pour les PLUI qui veulent intégrer le plan de déplacement urbain. Pour ce type de PLU-là, l'évaluation environnementale est obligatoire. Pour les autres, vous allez passer par une demande au cas par cas auprès de l'ADREAL, auprès de l'autorité environnementale, qui vous dira si oui ou non, en fonction du territoire, en fonction des objectifs, si votre PLU doit être soumis à évaluation environnementale. Sinon, pour ces 4 types de PLU-là, l'évaluation environnementale est systématique et obligatoire. Bon, les impacts de la loi Allure, je passe parce qu'en fait, ça n'a plus beaucoup d'intérêt aujourd'hui. La loi Allure, elle est vieille et c'est surtout parce que je veux avoir un petit peu de temps quand même s'il n'y a plus beaucoup de diapos, pour vous parler du schéma de cohérence territoriale. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule, le schéma de cohérence territoriale, pourquoi? Il est là vraiment pour assurer une cohérence des politiques communales en matière d'aménagement et d'urbanisme, puisque auparavant, avant qu'il y ait possibilité de faire des PLU intercommunaux, les PLU étaient communaux, donc chacun dans son coin mettait en œuvre un projet sans forcément tenir compte de ce qui se passait à côté, sur la commune d'à côté. Donc le SCOT a été imaginé, pensé pour ça, pour assurer la cohérence entre les PLU sur un territoire. Donc bien sûr, cohérence dans le cadre du développement durable. Mettre en cohérence les politiques sectorielles d'habitat, de déplacement, d'urbanisme, de développement commercial, de développement touristique, économique et d'environnement, mais en prenant en compte, bien sûr, le développement durable. L'idée d'un SCOT, c'est vraiment d'organiser un territoire de vie en faisant en sorte que les diverses PLU qui vont être élaborés sous son périmètre seront cohérents et tireront tous dans la même direction. Donc, comme il est là pour assurer une cohérence générale des politiques, forcément, il ne fixe pas des règles précises. Il se limite à fixer des orientations fondamentales en matière d'aménagement, de densité, en disant quels sont les secteurs du territoire qui méritent d'être préservés du point de vue de la biodiversité, ceux qui méritent d'être préservés du point de vue de la production agricole, ceux qui peuvent recevoir du développement économique ou touristique ou d'habitat, etc. C'est vraiment généraliste. C'est-à-dire qu'on ne doit pas trouver la destination générale des sols dans un SCOT. C'est uniquement des orientations. De la même manière, il va poser des orientations sur la limitation de l'étalement urbain et de la consommation d'espace. Donc voilà un petit peu la philosophie de ce que doit contenir un SCOT. Le SCOT, c'est plus léger entre guillemets qu'un PLU puisqu'il n'y a que 3 pièces, que 3 documents. Le rapport de présentation, qui a à peu près le même contenu que pour un
PLU, un projet d'aménagement et de développement durable, qui est le projet politique, comme pour un PLU, et le document d'orientation et d'objectifs. Pour faire une petite comparaison, on peut dire que le document d'orientation et d'objectifs, c'est la partie réglementaire du SCOT. Sauf que c'est du réglementaire imprécis, c'est de l'orientation. D'ailleurs, il porte bien son nom, un document d'orientation et d'objectifs. Il n'y a pas écrit règlement. Donc, ce rapport de présentation, comme pour le PLU, il a un contenu depuis la loi Allure. Le Code de l'urbanisme exige un contenu minimum un peu plus exigeant, donc notamment analyse de la consommation d'espace, justification des objectifs chiffrés de limitation de consommation foncière, etc., etc. Et aussi, le rapport de présentation doit démontrer le respect, comment le SCOT respecte la hiérarchie des normes, donc compatibilité, prise en compte, etc. Le projet d'aménagement et de développement durable, c'est le projet politique qui fixe les grands objectifs en matière d'habitat, de déplacement, d'environnement, d'économie, tourisme, etc. Donc, ce PADD a l'obligation d'aborder un certain nombre de thématiques, notamment la protection et mise en valeur des paysages, des espaces naturels, agricoles, préservation des ressources naturelles, lutte contre l'étalement urbain, remise en état des continuités écologiques, etc. C'est un contenu minimum qu'impose le Code de l'urbanisme. Oui, parce que tout à l'heure, j'évoquais avec vous l'article L101-2, qui est le véritable cahier des charges que doit respecter le SCOT et le PLU. Il ne faut pas oublier néanmoins que le contenu plus précis du SCOT ou du PLU est défini dans des chapitres spécifiques du Code de l'urbanisme qui va nous dire qu'est-ce qu'on doit trouver dans le rapport de présentation, qu'est-ce qu'on doit trouver dans le PADD, dans le règlement, dans le zonage, etc. Donc certes, il y a le cahier des charges, mais avec une déclinaison précise et opérationnelle dans un ensemble d'autres articles. Comme je vous le disais, le document d'orientation et d'objectifs, c'est la traduction du PADD, donc c'est pour ça qu'il a une valeur prescriptive. Comme je le disais, mais je mets des guillemets, c'est le règlement du SCOT. Et c'est le document que les plans locaux d'urbanisme, que les cartes communales, que les PLH, que les PADU doivent respecter dans un rapport de compatibilité. Donc, le PLU doit respecter les orientations, doit être compatible avec les orientations du document d'orientation et d'objectifs du SCOT. Donc, ce DOO, bon, voilà, il est libre, puisque l'objectif, c'est de décliner son PADD. Seulement, il a juste le Code de l'urbanisme lui impose de fixer certaines orientations. Et par exemple, il peut aller fixer des obligations de densité urbaine, mais uniquement autour des pôles de transport collectif. C'est-à-dire que le SCOT peut dire, là, si vous faites un PLU, ce PLU devra poser des conditions de densité parce qu'on est autour d'un pôle de transport collectif, une gare TGV ou je ne sais quoi. Donc, assez prescriptif, puisque par exemple, le DOO peut limiter l'ouverture à l'urbanisation de zones nouvelles dans les PLU en imposant par exemple des préalables qui peuvent être arrivée des transports collectifs, ou alors densification des secteurs déjà urbanisés de la commune, ou alors réalisation d'une étude d'impact préalable, ou étude de densification, etc. Donc, il a quand même si je vous dis qu'il se limite à fixer des orientations, depuis la loi Allure, le SCOT peut être plus prescriptif qu'avant par l'intermédiaire de son DOO, du fait de ce que la loi Allure lui a donné comme compétence. Donc voilà, plusieurs niveaux que le SCOT peut contenir dans son document d'orientation et d'objectifs. Il peut préconiser, donc ça n'a pas un impact très fort. Il peut recommander, c'est un petit peu plus impactant pour les PLU. Et il peut aussi prescrire, donc imposer des choses. Et là, le PLU devra le respecter de manière assez conforme. Même si jusqu'à présent, je vous disais que le PLU doit être compatible avec le SCOT. Depuis la loi Allure qui a rendu plus prescriptif le contenu du DOO, il y a certaines choses avec lesquelles quasiment le PLU doit être conforme plus que compatible. Donc, il y a vraiment une prégnance du SCOT qui est de plus en plus forte. Donc, le périmètre du SCOT, en fait, il est déterminé par les communes qui souhaitent se regrouper pour créer un SCOT. Pourquoi elles veulent se regrouper pour créer un SCOT? À cause des inconvénients que... Ah mince, j'ai pas branché mon ordinateur. Un instant quand même, que ça ne ressaute pas comme tout à l'heure. Je reviens tout de suite.
Hop, excusez-moi, je ne voulais pas refaire une coupure comme tout à l'heure. Donc, le périmètre du SCOT, voilà, il est déterminé, il est proposé en fait par les communes qui souhaitent se regrouper pour créer un schéma de cohérence territoriale, mais il va être publié par le préfet, en fait, qui va le valider après avoir vérifié que le périmètre est adapté à la mise en cohérence des diverses politiques qu'on a vues tout à l'heure, l'habitat, le déplacement, etc. Il ne faut pas que ce périmètre soit inadapté et regroupe des territoires qui ne fonctionnent pas ensemble et pour lesquels la mise en cohérence des questions d'urbanisme, d'habitat, de déplacement ne serait pas possible. Bon, voilà. Donc, généralement, c'est des propositions des communes, mais c'est validé par le préfet qui va publier le périmètre. Sur la base d'une proposition d'un EPCI qui aura été créé par des communes qui souhaitaient se regrouper pour faire un SCOT. Alors, pour des questions de dimension des EPCI qui sont devenus assez vastes, depuis la loi ALUR, le périmètre d'un SCOT doit couvrir au minimum 2 EPCI, puisque la loi NOTRe ayant fait gonfler la superficie des EPCI, on allait avoir des PLU intercommunaux plus grands que les SCOT. Ça aurait posé problème, puisque le SCOT est censé assurer la cohérence des PLU, y compris des PLUI. Donc c'est là aussi où on voit les limites de la législation qui nous impose des PLU intercommunaux. Bientôt, les SCOT ne serviront plus à rien, ou alors il faut que les SCOT ils couvrent un département entier, puisque les PLUI couvrent 57, 60, 100 communes. Donc là, il y a une petite problématique que le législateur va devoir résoudre un jour, parce que le SCOT, soit il ne sert plus à rien, soit il faut agrandir son périmètre. Mais j'ai peur que d'agrandir le périmètre d'un SCOT, on va le diluer dans un territoire tellement vaste qu'il sera peut-être plus efficace. Mais bon, voilà, là, je soulève des questions, je n'ai pas les réponses. Donc, pour terminer, j'ai 2 petites diapos, et juste pour vous rappeler un peu ce que je disais tout à l'heure. 2 ordonnances sont parues le 17 juin 2020 qui ont modernisé, enfin, le législateur aime bien dire qu'il modernise, je ne sais pas si ça modernise, mais voilà, moderniser le contenu et le périmètre des schémas de cohérence territoriale pour tirer les conséquences de la création des SRADET et du développement des PLU intercommunaux. En fait, comme je vous le disais, c'est un peu ce que je viens de dire, les PLU intercommunaux sont de plus en plus nombreux, de plus en plus grands. Donc, le périmètre du SCOT, aujourd'hui, il va falloir l'élargir à l'échelle d'un bassin d'emploi au lieu d'un bassin de vie. Donc, voilà, on va avoir des SCOT de plus en plus grands. Je ne suis pas sûr que ça sera plus efficace, mais bon, voilà. Et surtout, ce qui va se passer, c'est que le contenu du SCOT va être différent. On n'aura plus de rapport de présentation. Mais bon, ça, c'est un peu un tour de passe-passe parce qu'en fait, tout ce que l'on retrouvait dans le rapport de présentation, diagnostic, justification des choix, analyse des consommations d'espace, etc., c'est relégué dans un document qu'on appelle une annexe. Mais sinon, voilà, ces informations-là seront toujours là, mais au lieu d'être dans le rapport de présentation, ce sera dans les annexes. Bon. Après, pareil, comme il faut montrer qu'on est passé par là, le PADD ne s'appellera plus PADD, mais s'appellera projet d'aménagement stratégique. Bon, il faut dire aussi que comme on va élargir le périmètre du SCOT, peut-être que le contenu de ce document devra forcément être un peu adapté et être peut-être un petit peu plus flou. Enfin, voilà. Et le document d'orientation et d'objectifs sera simplifié. Des 11 thèmes imposés jusqu'alors, il ne va en rester plus que 3 grands thèmes relatifs au développement économique, au logement et à la transition écologique. Donc, on voit bien, c'est ce que je disais juste avant, c'est qu'on va tellement agrandir le périmètre du SCOT qu'on va diluer son efficacité. D'ailleurs, c'est même inscrit dans la loi. On va aborder plus que 3 grands thèmes. Bon, quel va être son intérêt voilà, je me pose un petit peu des questions. Est-ce qu'on n'a pas fait grossir un peu trop les PLUI du coup, ça impose de faire grossir les SCOT, mais qui, à mon avis, vont perdre un petit peu de leur essence. Bon, voilà, après, ce n'est que mon avis. J'en ai terminé. Je m'excuse pour les petites coupures techniques et j'espère avoir été suffisamment clair. Mais voilà, sinon, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Merci pour votre intervention. On n'y peut rien, il y a des orages, c'est comme ça. Vous avez peut-être des questions à poser? Je vois qu'il y a des micros qui se sont ouverts. Allez, on y va pour une première question. Madame Annie Créneau? Oui. Alors, bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai une question précise. J'ai eu une demande, bon, je débute, hein, c'est pour ça que je pose des questions.
j'ai eu une demande de permis de construire, donc la secrétaire l'a envoyé pour instruction. Le permis est revenu, on me demande de signer. Mais est-ce que ma responsabilité est engagée ou est-ce que c'est la dame qui l'a instruit? Alors, là, il faut être très clair. La réponse est très simple. Le service instructeur n'a qu'une responsabilité. Il peut faire toutes les bêtises qu'il veut. La seule personne responsable, c'est le maire. Donc, bienvenue dans le monde du… Donc, si le gars, il a fait une petite entourloupe et que la fille s'en est pas rendu compte et que moi, je me rends compte, je signe pas le permis. Non. Vous devez rappeler l'instructeur en lui disant « Il me semble que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous m'avez préparé un arrêté autorisant le permis. Moi, je souhaiterais un arrêté refusant le permis pour tel motif. » D'accord. Alors j'ai une question. Est-ce que, bon, c'est pour une histoire d'abri de voiture, là. Est-ce que le mur d'abri de voiture, il peut se poser en limite de propriété ou non? Parce que moi, j'ai entendu dire qu'il fallait qu'il y ait 3 mètres. Ça dépend. Ben, ça dépend de ce qu'il y a dans le règlement du PLU ou dans le règlement national. Ben, il faut regarder le règlement national d'urbanisme, ce qui dit, mais normalement, à mon avis, dans le RNU, la construction sur limite est possible. Ben, ça dépend si c'est limite avec la voirie ou limite séparative, mais ça, il faut regarder le RNU. Je sais pas. Le R, quoi? Le règlement national d'urbanisme, en fait, c'est les articles, alors je ne les ai plus en tête. Avant la réforme, la recodification du code, c'était le R111.1 à R111.25, mais je ne suis pas sûr que ça ait gardé ces numéros. Enfin, peut-être, regardez. Sinon, vous tapez dans Google RNU, à mon avis, ça va sortir. Sinon, chose que je n'ai pas précisée tout à l'heure, si la compétence PLU bascule à l'EPCI, à l'intercommunalité, en revanche, la compétence pour délivrer les permis, elle restera toujours dans les mains du maire. C'est-à-dire que non seulement vous serez embêté parce que c'est vous qui êtes responsable quand vous signez un permis, mais en plus, vous allez signer des permis sur la base d'un PLU que vous ne maîtrisez plus, puisque ce sera le PLU intercommunal. Donc voilà. En fait, il vaut mieux tout bien vérifier avant d'envoyer la dame. Ah ben oui, tout à fait. Parce que moi, on m'a dit l'inverse. On m'a dit t'envoies, puis si c'est pas moi, il te le dit. Alors, après, bon, de toute façon, vous êtes la personne responsable, c'est le maire qui signe le permis. Par contre, il faut savoir qu'il y a une disposition du code qui vous donne, alors je ne sais jamais si c'est 2 ou 3 mois, je crois que c'est 3 mois, vous avez 3 mois pour retirer une autorisation illégale, c'est-à-dire vous en apercevez après, alors il y a une petite procédure contradictoire à faire, vous devez avertir préalablement le pétitionnaire que vous avez découvert une illégalité dans l'autorisation et vous allez la retirer. Mais voilà, vous avez 3 mois pour la retirer si vous découvrez une illégalité. Pour l'instant, je n'ai pas signé. Je crois qu'il y avait d'autres questions. Non. Pas d'autres questions. De toute façon, juste une petite précision que je fais la même proposition à chaque intervention. Si vous avez des questions qui vous viennent dans 1 heure ou demain ou après-demain, vous pouvez les faire passer par Madame Cézanne et vous les faites remonter à Madame D'autre qui me les enverra. Moi, j'y réponds, je les renvoie par mail et Madame D'autre vous les fera suivre. D'accord, pas de souci. Voilà. Merci. Alors moi, si j'ai encore une question, est-ce que vous avez un interlocuteur? Il y en a un qui veut vendre un terrain, qui veut acheter un terrain. Et un notaire m'a envoyé un truc épais comme ça à remplir avec plein de questions, je ne sais même pas de quoi il parle. Est-ce que vous connaissez un interlocuteur quelque part à qui je peux me renseigner? Je ne sais pas, à la PREF ou quelque chose comme ça? À la PREF, non. En fait, l'idéal, ce que vous a envoyé le notaire, je pense que c'est ce qu'on appelle une note de renseignement d'urbanisme. En fait, le notaire, pour se couvrir, il veut connaître toutes les règles d'urbanisme applicables à ce terrain. À une époque, c'était ce qu'on appelait un CU, un certificat d'urbanisme. Enfin non, c'était même une note de renseignement d'urbanisme. Sauf que ça a été supprimé par je ne sais plus quelle loi, mais les notaires continuent à la demander parce que ça permet de les couvrir. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est le sous-traiter à, je ne sais pas, un géomètre expert dans votre commune, il serait capable de le remplir pour vous, ou à… Alors, dans certaines régions, il y a des bureaux d'études qui le proposent, cette prestation, qui la font.
Mais après, je ne sais pas dans votre secteur s'il y en a. S'il n'y en a pas, le plus simple, c'est de… Parce qu'un géomètre expert, dans la plupart de ses travaux, il a besoin de connaître les règles d'urbanisme. Donc, il sait où aller les chercher. Donc, la note que le notaire vous demande de remplir, un géomètre expert sera certainement capable soit de le faire à votre place, soit de vous accompagner pour le faire. Mais sinon, non, il n'existe pas d'interlocuteur administratif spécifique pour faire ce type de travail. Donc, soit on se débrouille tout seul, soit on paye quelqu'un pour le faire. Oui, ou soit vous répondez au notaire, écoutez, ce n'est pas mon boulot de le faire. Là, vous lui répondez que la note de renseignement d'urbanisme n'existe plus, j'ai plus l'obligation de vous répondre. Merci. Quand on est en RNU, la DDT n'a plus de compétences. Ils n'interviennent plus en aide auprès des communes. Après tout dépend, parce qu'il y a deux choses. Si on est en RNU, de toute façon, c'est le préfet qui délivre les permis. Donc, et le service instructeur, c'est encore la DDT, je pense. Après, si on a un document d'urbanisme, ben, le service instructeur, c'est soit, ça dépend un petit peu des secteurs, mais c'est soit l'intercommunalité qui a créé un service d'instruction. Après, pour les petites communes, je ne sais plus quelles sont les normes de taille, la DDT continue d'instruire. Mais bon, comme je le disais tout à l'heure, quel que soit l'instructeur, il n'est pas responsable. Le responsable, c'est le maire qui signe le permis. Qui signe l'arrêté. Dans tous les cas. Voilà. On est bien d'accord. D'autres questions? Alors, écoutez, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Donc, merci de votre attention. On aura, je pense, votre présentation qu'on diffusera aux participants. Oui, Nathalie L'Autre a tout. Voilà. Elle a tout, donc généralement, enfin moi j'ai donné comme consigne que ça doit être diffusé, il n'y a pas de problème, hein, c'est fait pour. Donc voilà. Je pensais même qu'elle l'envoyait peut-être avant, mais bon, c'est peut-être pour… on fait ça après. Bon, très bien. Je vous remercie beaucoup en tous les cas et puis bonne soirée à tous et on se retrouve la semaine prochaine, mercredi soir pour les marchés publics et jeudi soir sur la thématique du budget. Voilà, bonne soirée, merci, à bientôt. Bonsoir, merci. Au revoir. Au revoir.